Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. 20 minutes de débat pour parler, pour débattre des grands sujets qui agitent la campagne électorale. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Alors après la primaire de la droite, celle de la gauche, le premier tour c'est dans une semaine. Nouveau débat télévisé en ce moment même entre les 7 candidats et tous ont la même ambition, évidemment, c'est remporter cette primaire pour être le candidat à l'élection présidentielle. Et à gauche comme à droite, Emmanuel, les enjeux et les programmes économiques sont très importants. Et oui, à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats donnent un coup d'accélérateur. Alors cette semaine, le premier débat télévisé entre les candidats de la gauche a montré des positions bien différentes sur le plan économique. Gauche et droite, quels sont les réels points de divergence? Comment se rapprocher du plein emploi? C'est le fameux débat. Quelles solutions également au financement de la protection sociale? Est-ce qu'on peut réellement réduire la dette, par exemple? Si oui, comment? Ce sont 3 axes majeurs d'une campagne qui entre donc dans cette toute dernière ligne droite. Et pour en débattre ce soir, Emmanuel, nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Biagogne est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'Institut Montaigne. Alors c'est un cercle de réflexion. Et pour lancer ce premier débat, on va écouter Manuel Valls, tout simplement, l'ancien Premier ministre, qui parle d'emploi, puisque c'est l'un des thèmes qui est au cœur de la campagne. Moi, je veux une société du travail. Une société qui met le travail au cœur, parce que le travail, c'est la dignité pour les salariés, pour les ouvriers, pour les fonctionnaires de ce pays. Donc je veux qu'on donne de la rémunération au travail. Laurent Biagogne, le premier tour de la présidentielle, c'est dans moins de 4 mois, le 23 avril. Est-ce qu'on a vraiment une vision claire, concrète de ce que veulent les différents candidats au niveau économique? Sur l'emploi, par exemple. C'est dans 100 jours. Et 100 jours dans l'histoire de France, c'est rarement meilleur. Donc il faut espérer que la montée vers le premier tour va permettre de faire sortir des solutions. C'est parfaitement intéressant d'entendre Manuel Valls. Il dit, à mon avis, 2 choses contradictoires. Il dit, je serai une candidat du travail, et ce qui l'intéresse d'abord avant tout, c'est le pouvoir d'achat. Et je pense qu'à un moment ou un autre, il faut arrêter de laisser penser qu'on peut raser gratis. Si on veut vraiment mettre l'emploi et le fait effectivement de faire baisser le chômage dans ce pays au cœur des politiques publiques et de la réussite du quinquennat à venir, puisqu'on termine celui-ci sur cet échec, en réalité, il va falloir effectivement sortir de la boîte à outils des solutions nouvelles, parce qu'on est loin d'avoir tout essayé, à commencer par le travail des non-qualifiés, mais aussi sans oublier la compétitivité des secteurs de pointe. Alors Jean-Hervé Lorenzi, le plein emploi, c'est le miroir aux alouettes ou c'est réellement possible aujourd'hui en France? Moi, je pense que le chômage de masse en France, ce n'est pas du tout une fatalité. Je ne crois pas du tout, mais enfin, ça prendrait beaucoup de temps à développer. Juste peut-être quelques remarques sur l'ensemble de ces programmes pour compléter ce que vient de dire Laurent. Je trouve que, bon, pour le moment, moi, j'en veux pas tellement aux candidats de ne pas avoir tellement quantifié les chiffres. Je trouve que, bon, l'exercice des primaires rend finalement ce travail en 2 étapes, et ils ont essayé de développer leurs idées. Deuxième remarque, jusqu'à maintenant, c'est quand même globalement assez faible. C'est assez faible. À droite comme à gauche, hein, c'est ce qui est Oui, important. à droite comme à gauche. Mais une fois de plus, c'est toujours facile à l'extérieur de faire des critiques. Je ne suis pas à la place des gens qui interviennent. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que nos amis candidats, de droite comme de gauche, les 7 ou 8 qui sont intervenus, qui sont des hommes et des femmes de qualité, hein, il ne s'agit pas du tout de les mettre en cause, ont, sans peut-être même s'en rendre compte, de manière explicite, soulevé 3 problèmes, qui sont des vieux problèmes d'économistes non résolus. Alors, premier problème, c'est le problème de la fin du travail. Le seul qui en ait parlé, c'est Emmanuel Valls? Manuel Valls, vous voulez dire? Non, c'est le... Zut. À droite ou à gauche? Oui, à gauche, c'est l'homme qui développe Le revenu. cette idée de revenu universel. Benoît Hamon. J'ai un trou de mémoire, ça doit être une Il s'exprime en ce moment, Benoît Hamon. Et il s'exprime. Inconscient à Paris. Et donc, cette idée un peu curieuse, qui est vieille comme le monde, c'est-à-dire que le progrès technique va supprimer le travail à terme. C'est une idée, en tous les cas, qui n'a jamais été démontrée. Et là-dessus, on fait un revenu universel pour permettre aux gens de subsister. C'est curieux. Deuxième idée, non soulevée, ou plus exactement soulevée là plutôt par M. Fillon, c'est le coût du vieillissement.
Du coup, il propose une réforme sur les retraites et puis les problèmes sur la protection sociale de manière générale qui sera très évidemment tournée sur ce sujet. Troisième sujet, c'est le fait que l'épargne, en réalité, dans notre pays, est très peu tournée vers l'utilisation du risque, c'est-à-dire financer l'économie française avec le risque. Et le seul qu'il ait vraiment évoqué, c'est en réalité, c'est à la fois un petit peu Fillon, mais surtout Macron, avec cette idée qu'il faut rémunérer le risque et donc il faut arrêter de considérer qu'on taxe les revenus de l'épargne tournés vers le risque. Mais est-ce que ça parle réellement aux Français, tous ces sujets? Non, mais écoutez, ça ne parle peut-être pas aux Français, mais l'épargne, c'est une chose, l'emploi en est une autre. Laurent Bigorgne. Oui, on est au cœur d'une campagne où on voit qu'un certain nombre de thèmes montent, d'ailleurs des thèmes qu'on n'aurait pas nécessairement mis au premier plan de l'intérêt du débat public. Je pense notamment au financement de la protection sociale, mais c'est normal que ce thème monte, parce qu'on sent bien que la protection sociale aujourd'hui à la française est à la fois quelque chose auquel les gens sont formidablement attachés et qui en même temps a des problèmes de financement, a des problèmes de justice aussi, d'équité. Donc c'est bien qu'après tout ces thèmes soient adressés. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on parle d'Europe. Parce que l'économie française, d'une certaine façon, en ce moment, il en est question de plus en plus, et à la fois François Fillon, Emmanuel Macron mettent l'Europe au centre de leur démarche, c'est ce qui est le plus important parce que c'est cette pédagogie-là qu'il faut déployer. Pourquoi ? Parce que quand Marine Le Pen, qui entrera en campagne le plus tard possible, pour l'instant elle a du temps pour aller se faire prendre en photo dans la tour de Trump, quand elle entrera en campagne évidemment avec une violence, j'ai envie de dire les mots, une vilainie contre l'Europe. Elle nous dira que l'Europe est au fond la mère des batailles parce que c'est tous nos problèmes, l'Europe, ce qui est complètement faux et j'aimerais pouvoir le soutenir. Et j'attends de voir quelle sera la capacité des candidats sélectionnés par les primaires ou candidats par eux-mêmes de pouvoir répondre et de pouvoir montrer à quel point il n'y a pas d'économie française sans économie européenne. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'économie européenne sans économie française si on considère la zone euro. Est-ce que l'Europe va permettre de régler nos problèmes de protection sociale, d'emploi? Jean-Hervé Lorenzi. Oui. Je suis à la fois d'accord avec ce que vient de dire Laurent et pas tout à fait. Parce que l'Europe, c'est aussi une manière de ne jamais aborder nos sujets. Il se trouve que l'économie allemande... L'Europe oui. Non, pas du tout. Parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a un discours politique sur l'Europe. Mais sur l'économie, entre nous, l'idée que nos sujets majeurs, qui sont celles de notre perte de compétitivité, notre difficulté à régler nos problèmes de marché du travail, notre financement... Problème simple, notre problème de financement de notre économie, tout simplement parce que l'épargne de notre pays, qui est très importante, très abondante, mais entre les mains de gens de mon âge, c'est-à-dire averses au risque, et qu'il faut trouver des moyens de l'investir, c'est quand même des problèmes qui sont pour chaque pays. Donc il faut faire très attention aussi à l'idée de ne pas toujours externaliser nos sujets sur un thème. En 30 secondes, 2 points. C'est par l'Europe qu'on pourra peser davantage sur la régulation financière, sans doute à un moment où Trump va prendre des décisions unilatérales s'agissant des grands mécanismes qui régulent les banques et les assurances. Et je pense que c'est une réflexion européenne. C'est l'Europe qui nous redonnera des marges de manœuvre face aux acteurs du numérique. Et c'est là où on fait la jointure entre, d'un côté, j'allais dire, notre souveraineté, dans tout ce qui est là de plus politique, et les gens ont besoin de cette sécurité, et en même temps cette capacité à affirmer que la France et l'Europe ne sont pas qu'un marché pour les acteurs du numérique américain. Allez, on marque une pause, on va se retrouver dans 2 minutes pour parler justement des États-Unis et de Donald Trump. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. Les toutes dernières infos de la soirée à 19h20 et Yasmina Adila. Deuxième débat de la primaire à gauche. Les 7 candidats s'affrontent en ce moment sur plusieurs sujets. Ils ont déjà parlé de l'Europe, des migrants. Actuellement, les candidats débattent sur la dépénalisation du cannabis. Le premier tour du scrutin se tiendra dans une semaine et vous pourrez avoir un décryptage de ce débat sur France Info à partir de 20h. Attention aux avalanches dans les Pyrénées. Météo France place des départements en alerte orange. Il s'agit de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées et autres vigilance orange, mais qui concerne l'Île-de-France, une alerte neige-verglas. Les routes de la région parisienne peuvent être ce soir très glissantes. Encore quelques retards ce soir au départ et à l'arrivée de Paris, gare de Lyon, en cause une alerte à la bombe. Un bagage abandonné a entraîné l'intervention des démineurs. Une partie de la gare a dû être évacuée cet après-midi. La trêve mise à mal en Syrie. De violents combats ont éclaté près de Damas. Des bombardements du régime ont fait 7 morts. L'eau est toujours coupée pour les 5 millions d'habitants de la capitale. Un négociateur a été tué. La présence de forces gouvernementales aux côtés de ce négociateur aurait déclenché ces combats.
J'ai pas les mots. Le tweet de Christine and the Queens, la chanteuse française, est nommée aux Brit Awards dans la catégorie artiste international de l'année. Sia, Rihanna ou encore Beyoncé sont également en course dans cette catégorie. France Info. La deuxième partie du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cuny, Jean-Hervé Lorenzi du Cercle des économistes et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Vendredi prochain, donc, Donald Trump va devenir officiellement le 45e président des États-Unis. Et la question est de savoir ce soir, Emmanuel Cuny, s'il va bouleverser ou non la donne économique mondiale. Oui, alors jusqu'à présent, Trump a montré les dents sur le terrain protectionniste en menaçant notamment les grands groupes de sanctions financières et douanières s'ils ne viennent pas créer de l'emploi directement sur le sol américain. Alors en quoi la gestion de l'Amérique des prochaines années pèsera sur l'économie mondiale et puis quel impact sur les politiques européennes dont on parlait tout à l'heure, les politiques européennes en général et françaises en particulier. Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau partenariat transatlantique? On va voir ça avec nos deux débatteurs. Et on va écouter Donald Trump avant ça. Lui, c'est très clair, hein, pour lui, il va sauver le monde. Beaucoup de gens me l'ont dit. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un tel enthousiasme. On va créer des emplois. Je l'ai dit. J'ai dit que je serais le plus grand créateur d'emplois que Dieu n'a jamais mis sur Terre. Et je le dis sérieusement. On va travailler dur. On a besoin d'un certain nombre d'autres choses, y compris un petit peu de chance. On n'a rien vu encore. Donald Trump en sauveur du monde. Jean-Hervé Lorenzi, la planète éco va tourner différemment avec Donald Trump à la Maison-Blanche? Deux remarques. La première, c'est, vous vous souvenez que en fait, la croissance américaine de cette année est en réalité très faible. Hein. Elle est de 1,6 à 1,7, ce qu'on oublie toujours. L'arrivée de Trump et sa baisse en réalité des impôts, c'est-à-dire sur l'augmentation de son déficit public, va faire qu'ils vont gagner 0,5 de croissance, ce qui fait qu'il va y avoir un petit plus, et vous verrez que dans les mois qui viennent, il sera très apprécié. Je dis bien dans les mois qui viennent. Tout simplement parce que ça va redonner un peu de peps à l'économie américaine, que les gens aiment bien ça et que c'est toujours positif. Deuxième aspect, le personnage qui est quand même très curieux, pour être très curieux, en réalité, l'expression d'un mouvement qu'il ne faut pas négliger, le fait que nous avons vécu 30 ans en réalité avec l'idée que la mondialisation, c'était d'abord la baisse des coûts et donc la baisse des prix des biens pour nous tous, donc le consommateur était le gagnant, et que ce phénomène-là est en réalité en train d'un peu changer, tout simplement parce que les gens maintenant disent quel est le job qu'auront mes enfants. C'est ça. Donc il y a une petite modification qui l'exprime avec beaucoup de vulgarité, de grossièreté, mais qui l'exprime de manière assez claire. Alors est-ce qu'on aura un impact direct chez nous, en Europe et a fortiori en France? Laurent Bigorne. Il faut distinguer deux grandes séries d'événements qui peuvent se produire. Il y a des événements économiques, il est vraiment tôt pour le dire. Je suis sur l'avis de Jean-Hervé, c'est-à-dire qu'il va mener une politique d'expansion budgétaire, il va faire de la croissance de façon artificiellement financée, en partie sur avec notre dos. Avec les grands travaux, etc. Bien sûr, en partie sur notre dos d'ailleurs. Et puis, il y a toutes les conséquences économiques et diplomatiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va advenir de l'accord de Paris? Or, l'accord de Paris, ça peut être très important sur pour l'environnement. Hein, donc bien sûr, sur l'environnement. La COP21. Ça peut avoir un impact très fort. Il va toucher aux régulations financières, il l'a dit, ça a été un des cœurs non pas nécessairement du débat public, mais en tout cas de la campagne qu'il a portée et qu'il a fabriquée. On voit bien les hommes et les femmes qu'il a choisis autour de lui. Et puis, il va y avoir toutes les conséquences politiques. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, vous parliez d'accords transatlantiques. Je rappelle que l'OTAN, qui est théoriquement le parapluie de défense dont l'Europe est l'épicentre, c'est aujourd'hui Erdogan en Turquie, Theresa May en Grande-Bretagne et c'est Trump aux États-Unis. Et ça, c'est inquiétant. Ça veut donc dire qu'il va y avoir à un moment une interrogation sur la confiance. Maintenant, je reviens sur ce que Jean-Hervé disait tout à l'heure, la meilleure façon de se préparer, c'est à la fois de construire le parapluie européen et, comme le disait Jean-Hervé, parce que je ne veux pas être en arrière de la main sur cette question, de se préparer chez nous et de faire les réformes chez nous. C'est ce qui permettra au couple franco-allemand de faire l'Europe et de peser face à Trump. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, l'arrivée de Trump au pouvoir va secouer l'Europe. Peut-être par crainte, mais va secouer l'Europe. Jean-Hervé Lorenzi. Très difficile à dire parce que en réalité, notre problème à nous, c'est que on a beaucoup de mal à comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et au fond,
l'Europe se fera, et il est très important qu'elle se fasse, parce qu'elle se créera un destin commun, mais qui ne peut pas être exclusivement de se bagarrer avec Trump. Ce serait un peu court. Mais Trump ne va pas entamer le capital confiance. On sait que le mot est très fort, Laurent Bigorne le prononçait d'ailleurs. Pas de confiance, pas de croissance finalement. Est-ce que la situation est de nature à entamer cela ? Je crois que le mouvement est plus compliqué. Il est que, au fond, premier point, le monde a besoin de régulation financière, mais la finance est aujourd'hui une sorte de diable échappé de sa boîte. Hein. Elle n'est pas du tout régulée. Et là-dessus, je rejoins tout à fait ce que... Et pourtant, on a eu des crises qui auraient pu nous faire agir quand même. Enfin, vous savez, c'est comme dans la vie, les crises, on retient ça une journée. Deuxième point, tout ce qui est la démographie et l'immigration, personne ne voit bien comment on va se débrouiller. Et troisième aspect, je reviens à M. Hamon, dont j'ai définitivement retenu le nom, cette idée que la technologie joue un rôle majeur. Pour le moment, c'est plutôt vraisemblablement la baisse de la courbe en J, on est plutôt en destruction d'emplois. À terme, ça créera des emplois, mais là, vous voyez, c'est un vrai problème pour l'avenir. Sur Europe, on peut dessiner deux scénarios. Il y a un scénario, au fond, qui est un scénario compliqué, où Trump s'entend sur notre dos avec les Russes. Et ce scénario-là, c'est un scénario où, au final, dans un triangle qui sera Russie, États-Unis, Chine, l'Europe sort du jeu. Et l'Europe disparaît, c'est-à-dire que l'agenda européen est un agenda en retrait, en trompe-l'œil, et qui, pour plusieurs années, va avoir du mal à coexister si on reste par ailleurs dans cette espèce de torpeur franco-allemande qui n'existe plus, il n'y a plus de discussion franco-allemande. S'il s'entend avec les Russes et que les Français et les Allemands considèrent que c'est quelque chose de très important que de continuer à exister, qu'après le Brexit, c'est le deuxième wake-up, réveil call, qui nous vient d'abord de l'Angleterre puis des États-Unis, il peut se passer un sursaut européen, il doit se produire un sursaut européen. Il est clair dans mon esprit que ça ne viendra pas avec des hommes comme Juncker. Donc il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on prenne nos responsabilités. Président de la Commission européenne. Le président de la Commission, pour pouvoir changer les choses, imposer un agenda, imposer des hommes, imposer une méthode de travail. C'est ça qu'il faut qu'on entende dans la campagne, parce qu'effectivement, le risque, c'est la disparition. Alors, il y a un point très important aussi, parmi les grands facteurs, les grands fondamentaux, comme on dit, c'est le prix de l'énergie, et notamment la question du pétrole. Jean-Hervé Lorenzi, il va falloir regarder tout cela de très près dans les mois, dans les années à venir. Oui, mais je ne crois pas, contrairement à certains de mes petits camarades, que le prix du pétrole va flamber. Je n'y crois pas. Je crois qu'il y a une espèce de vase communicant avec le gaz de schiste produit aux États-Unis, et que quand l'OPEP décide de réduire sa production, les États-Unis y supplieront. Je reviens un instant sur ce monde de Trump. C'est un monde qui peut être pour nous un moyen formidable de sursaut, en plus sur nos propres valeurs, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, note positive pour terminer. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Laurent Bigorne, de l'Institut Montaigne. Emmanuel Cuny. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée.